Vous me diriez quoi si je vous disais que les femmes sont moins développées moralement parlant que les hommes? Quoi? Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter brièvement l'éthique du care. Une éthique très peu enseignée, très peu connue en fait, qui n'est quasiment présente dans aucun des manuels d'éthique et politique que je possède, mais qui pourtant est une grande éthique aussi intéressante que les approches plus classiques que l'on enseigne habituellement. Fait que, c'est parti! Tout commence en 1958 lorsque Lawrence Kohlberg, un psychologue renommé, publie ses résultats de recherche sur le développement moral chez l'enfant. En effet, Kohlberg s'inspire des travaux de Jean Piaget, un autre grand psychologue, et décide de soumettre à des préadolescents différents dilemmes moraux et évaluer à quel stade de moralité ils se trouvent. Il finit par tirer comme conclusion qu'il existe 6 grandes étapes au développement moral. Le dernier de ces stades est le stade des principes éthiques universels, qui globalement signifie que la personne fonde son jugement moral sur des valeurs à portée universelle, suite à une réflexion sur des grands principes comme l'égalité des droits, le courage ou encore l'honnêteté. C'est un peu le stade de l'impartialité. Et cette théorie sera acceptée pendant plusieurs années en psychologie, jusqu'au jour où une de ses assistantes de recherche, Carol Gilligan, s'en mêle. Alors, qui est cette Carol Gilligan? C'est avant tout une psychologue, mais son apport en philosophie est tellement important que, je la considère comme une philosophe. Ça me prend pas forcément un diplôme de philosophie pour être philosophe. Aussi, c'est pas parce qu'on a un diplôme en philosophie qu'on est forcément philosophe. Mais je m'écarte du sujet. Carol Gilligan fait une première observation. Toutes les études qu'a menées Kohlberg sur le développement moral des enfants, il ne l'a fait que sur des garçons de milieu aisé ou de classe moyenne. Rien que là, ça pose déjà un problème. Les données sont biaisées. Mais, quand elle reprend les dilemmes présentés par Kohlberg et qu'elle les présente à la fois à des filles et à des garçons, elle remarque autre chose. Les filles n'arrivent pas au fameux stade ultime du développement moral, celui de l'impartialité. Et ça, c'est problématique, car si on accepte la théorie de Kohlberg, on devrait en déduire que les hommes sont plus moraux que les femmes. Est-ce que ça veut dire que mon ex était plus moral que moi alors qu'il me trompait à tout bout de champ? Voici un exemple de ce qu'observe Gilligan. Parmi les dilemmes utilisés par Kohlberg pour juger du développement moral d'un enfant, le plus célèbre est sûrement le dilemme de Heinz. Il va ainsi. La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d'un instant à l'autre si elle ne prend pas un médicament X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut le payer. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament, ne fût-ce qu'à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz? Laisser mourir sa femme ou voler le médicament? Mettez sur pause si vous voulez réfléchir à ce que vous répondriez. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui répondent « laisser mourir sa femme » ? Lorsque Gilligan soumet ce dilemme à des préadolescents de 10-12 ans, la réponse des garçons est plutôt tranchée. Oui, Heinz doit voler le médicament. Mais lorsqu'elle le soumet à des filles, elles cherchent davantage des alternatives. Elles envisagent notamment le point de vue du pharmacien. Pourquoi ne peut-il pas donner le médicament? Peut-être est-il endetté? Y a-t-il quelque chose d'autre? Elles cherchent à ce qu'aucun protagoniste ne soit lésé. Gilligan en tire la conclusion que les filles n'envisagent pas l'histoire de Heinz en termes de droit ou de justice, mais d'un point de vue plus relationnel. Mais ça passe pas dans l'approche développée par Kohlberg, et si l'on suit strictement son travail, on devrait en déduire que ces réponses représentent un manque de compréhension du problème. Et c'est là que va se développer l'approche spécifique de Gilligan. Elle se demande, mais pourquoi on n'interroge que des garçons? Pourquoi on favorise les réponses des garçons à celles des filles? Est-ce que vraiment on peut dire de façon objective que l'approche impartiale, c'est la meilleure approche? Et enfin, elle pose la question, est-ce que les réponses des filles sont vues comme moins développées moralement, juste parce que ce sont des filles? Mais ça serait du sexisme, ça. On peut effectivement observer qu'il existe une tendance morale plus masculine et une plus féminine. Je m'arrête ici pour préciser que Gilligan ne cherche absolument pas à essentialiser les femmes ou la morale. C'est que culturellement, les femmes vont être poussées à développer une tendance plutôt qu'une autre.
Mais ça ne signifie pas que l'on doit être une femme pour avoir une approche plus féminine. Et inversement d'ailleurs. C'est culturel. Je vous renvoie à mes vidéos sur De Beauvoir si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet. On observe donc deux tendances. Une reliée à la masculinité, qui est basée sur des principes plus classiques comme la rationalité, le calcul, l'impartialité, la notion de droit, etc. Et une tendance plus reliée à la féminité, qui est fondée sur le sens de la responsabilité, de l'échange, de l'attention à autrui, ou en d'autres mots sur du care. Le care est un mot difficile à traduire en français. C'est pourquoi on garde généralement le mot anglais, car il signifie à la fois empathie, soin, le souci de soi et de l'autre, bref, il a un sens très large. Ou t'essayes de montrer que t'es bilingue. Tout ce qui relève du care est associé au féminin. Il n'a qu'à voir quels sont les métiers traditionnellement féminins. Infirmière, institutrice, aide-soignante, ce sont des métiers qui relèvent du prendre soin. Mais ces métiers, comme la valeur du care, sont dévalorisés dans nos sociétés. Il n'y a qu'à voir leur salaire. Bien souvent, même, on va dire de ces métiers-là que c'est avant tout par passion que l'on fait, et non pour un salaire. C'est une drôle de passion de s'occuper des couches. Ça peut même être très mal vu quand les infirmières se plaignent de leurs conditions de travail ou de leur rémunération. Parce qu'après tout, elles ne devraient pas être là pour l'argent. Ça devrait venir de leur passion, ça devrait être naturel chez elles. En fait, c'est parce que le care est associé au féminin qu'il est dévalorisé. Gilligan pousse plus loin son observation. Kohlberg, s'il privilégie les traits plus masculins, c'est évidemment pas anodin. Que ce soit en psychologie ou en philosophie, on a tendance, sans faire exprès bien sûr, à considérer le masculin comme le neutre. C'est d'ailleurs pour cette raison que Kohlberg n'a pas utilisé des filles dans son expérience initiale. What I realized was at the time, in the 1970s, it was almost impossible to hear this different voice. What made the voice different was that it connected thought with emotion. I mean, I don't know if you're hearing this, but, in my mind was at the time women were said to be too emotional, meaning irrational, meaning they would connect thought with emotion and connecting the mind with the body and connecting the self, the I, with relationships. And so that could only be heard at that time as a woman's voice because so pervasive, so powerful was the gender binary that made emotion. You could all do this. What gender is reason? Masculine. What gender is emotion? But if you actually stop and think about it, I mean, it's ridiculous to say that, men don't feel and women don't think. Mais considérer le masculin comme le neutre, c'est évidemment se tromper. Tout comme les filles qui sont éduquées d'une certaine manière, les garçons sont éduqués d'une certaine manière. Et la masculinité est tout aussi une construction que la féminité. Mais parce que ce sont des hommes qui ont dominé le monde de la recherche pendant très longtemps, ils n'ont pas fait gaffe que ce qu'ils pensaient était genré. À force de ne travailler qu'avec des hommes, forcément, on se croit être neutre. Et c'est la même chose pour la philosophie. Bien sûr qu'il existe des femmes philosophes, mais avant c'était quand même très compliqué pour une femme d'être entendue, publiée, ou même d'avoir le temps de faire de la philosophie. Ce qui fait que les grands philosophes qui vont servir de base à nos conceptions contemporaines sont en grande majorité des hommes. Si le care a été si peu développé en philosophie, bien qu'attention on retrouve déjà des bases chez David Hume par exemple, c'est avant tout parce que c'est relié au sentiment, à la sensibilité, et que dans l'histoire de la philosophie occidentale, les sentiments c'est pas considéré comme super philosophique. Bien sûr, il y a des exceptions, juste à prendre Rousseau par exemple, mais globalement, dans l'héritage classico-classique, Descartes, Kant, etc., c'est la raison détachée des émotions qui compte avant tout. Gilligan, après ses observations, publie un livre, In a Different Voice, une voix différente, en 1982, où elle théorise qu'il existe une moralité dite féminine, qui est différente de la moralité dite masculine, mais qui a été taxée de moins pertinente, car reliée au féminin. Et son but va être de mettre de l'avant cette éthique-là, cette approche-là, le care, lui donner une chance d'être repensé et d'être revu dans nos théories éthiques.
prendre enfin au sérieux ce que notre sensibilité peut nous apporter en philosophie. Puis j'insiste sur le titre de son livre. Ce n'est pas une voix féminine, car comme j'ai déjà dit, Gilligan pense que les hommes sont tout aussi capables de care. Ils ont juste pour la plupart pas été éduqués dans ce sens-là. Ainsi, Gilligan propose sa propre version des étapes du développement moral. La première sera l'étape préconventionnelle, où une personne se focus que sur soi. La deuxième étape sera dite conventionnelle, où on se focus sur la responsabilité envers les autres. Et la dernière étape étant l'étape dite post-conventionnelle, où l'individu se comprend comme interdépendant en relation avec les autres. Pour la philosophie, c'est une révélation, parce que la plupart du temps, l'éthique est avant tout envisagée selon les deux grandes approches classiques que sont l'utilitarisme et le déontologisme. Ce sont des approches très impartiales qui ne prennent aucunement en compte notre sensibilité. Et la question se pose, pourquoi évacuer de facto la sensibilité ? Joanne Tronto, encore une fois pas techniquement une philosophe car politologue, mais je réitère ce que j'ai dit précédemment, va essayer 10 ans plus tard de développer une version plus politique de l'approche de Gilligan en se basant notamment sur une relecture de la pensée d'Aristote. Bon, c'est pas en se basant sur la conception des femmes et des esclaves qu'avait Aristote qu'on fera de lui un précurseur du care, mais dans son livre L'éthique à Nicomaque, il met les bases de sa propre façon de concevoir l'éthique des vertus, qui a des ressemblances avec aujourd'hui l'éthique du care. Si Aristote parle de plusieurs vertus, dans l'éthique du care, on va parler que d'une seule vertu. Le care. Pour le reste, c'est plutôt similaire. Une première ressemblance est la mise en pratique. Chez Aristote, il faut développer les vertus, les mettre en pratique, jusqu'à l'habitude. De même, dans l'éthique du care, on doit pratiquer le care. C'est en pratiquant le souci de l'autre que l'on devient soucieux des autres. Le care n'est pas une prédisposition, même chez les femmes, c'est une aptitude qui s'acquiert. Fait que mon ex a encore une chance de devenir meilleur? Ah non, ça prend du travail et de l'entraînement. Aucune chance que ça se passe. D'autre part, dans la conception du citoyen chez Aristote, on trouve l'importance de se mettre à la place de l'autre. Le citoyen gouverne et gouverné, il doit connaître les deux positions. De même, dans l'approche du care, il est important de reconnaître les personnes autour de nous comme des sujets de nos actions et non pas juste des receveurs. C'est pourquoi il faut demander aux autres ce que nos actions font pour eux. On doit évaluer notre façon de prendre soin des autres. Enfin, tout comme chez Aristote, le care est une approche contextuelle. On ne peut pas appliquer un principe dans toutes les situations. Carer, cela peut prendre des significations différentes selon la situation. En somme, l'éthique du care reprend les bases de l'éthique des vertus, mais en précisant quelles vertus il faut suivre, bien que cette vertu ait ici un sens quand même large. C'est une approche qui fait de nous avant tout des êtres humains vulnérables et interdépendants, sans pour autant nous enlever la raison non plus, alors que classiquement, la philosophie a eu tendance de faire de nous des êtres de pure raison. Mais ce qui est surtout intéressant dans l'approche de l'éthique du care, c'est qu'elle questionne nos conceptions a priori neutres qui sont en réalité genrées. Bien sûr, il y aurait des critiques et des objections à faire à cette approche, comme aux approches classiques. Rien que le fait de favoriser le care. Pourquoi ? De la même manière qu'il n'y a pas d'argument en béton pour favoriser la rationalité impartiale dite masculine, on n'a pas d'argument en béton pour favoriser le care. On pourrait essayer de montrer qu'il y a quelque chose de naturel, mais bon, on tomberait alors très vite dans un sophisme naturaliste. Mais même avec cette critique, l'éthique du care nous apporte un bel éclairage sur nos façons de penser, nous questionne vraiment beaucoup sur nos relations au métier du care, au travail ménager, à la place du féminin et du masculin. C'est une approche qui mérite beaucoup plus de reconnaissance qu'elle n'en a pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur l'éthique du care, mais surtout que ça vous aura donné envie d'en savoir plus et d'aller en chercher plus sur l'éthique du care. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir de savoir que j'ai allumé une flamme en vous. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez toujours vous abonner, je fais des vidéos pour toutes sortes de sujets. Puis quant à moi, je vous dis à la prochaine.